La Fondation David Suzuki et Nature Action Québec évaluent les biens et services écologiques rendus annuellement dans la ceinture verte de Montréal à plus de 4 milliards de dollars. Ce territoire est immense, 1 700 000 hectares, d'Argenteuil à l'ouest à Arthabasca à l'est, de Trois-Rivières et Masquinongé plus au nord jusqu'à la frontière américaine. La ceinture verte, ce sont de bonnes terres agricoles, des forêts, des milieux humides, des lacs, des rivières, des écosystèmes de toutes sortes qui abriteraient la plus importante diversité biologique du Québec. Comment arrive-t-on à cette évaluation? Notre invité est Jérôme Duprat, co-auteur du rapport « Le capital écologique du Grand Montréal, une évaluation économique de la biodiversité et des écosystèmes de la ceinture verte ». Bonsoir. Bonjour. Jérôme Duprat, vous êtes aussi le bassiste de Cowboys Fringants. Vous êtes aussi le président de la Fondation Cowboys Fringants. Et vous êtes en train de terminer un doctorat qui est lié justement aux questions économiques et questions écologiques. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais d'abord, avec les actions du groupe, on a toujours été très portés à travers nos chansons, à travers les gestes qu'on peut faire sur le terrain avec notre fondation à la protection du milieu naturel. Donc, ça nous a aussi amené à faire des partenariats dont avec la Fondation David Suzuki, Nature Action Québec. Puis, on est très centré sur les écosystèmes urbains et périurbains, donc à savoir la relation entre l'homme et son environnement dans la grande région de Montréal. Donc, ça nous a amené à se poser ces questions-là de dire, bon, bien, on a de riches écosystèmes, on sait que ça produit beaucoup de biens alimentaires, de bois, ainsi de suite, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur économique qui sous-tend ces écosystèmes-là? Alors, là, vous parlez de valeur économique. Donc, vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est l'économique et l'écologique, la rencontre des deux, en quelque sorte. Exactement. En fait, souvent, on a opposé économie et environnement ou nature en disant que c'était vraiment deux lignes distinctes, mais de plus en plus, notamment à travers des grands rapports internationaux, on essaie de remarier ces deux sphères-là. Donc, de dire que les écosystèmes, les milieux naturels vont participer au secteur économique et inversement, les activités économiques peuvent perturber, impacter de façon positive ou négative les milieux naturels. Donc, l'intérêt ici, c'est d'essayer de joindre ces deux sphères-là. Et là, dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment exploré tout un cadre, plusieurs cadres, en fait. Vous identifiez 9 services naturels qui sont évalués. Vous donnez une valeur à la qualité de l'air, l'approvisionnement en eau, les crues, les inondations, la pollinisation, donc les abeilles, bien sûr, le tourisme, etc. Donc, vous calculez quoi? Vous donnez une valeur à quoi et comment vous arrivez à cette valeur, en quelque sorte? En fait, si on prend un pas en arrière et on regarde un écosystème, on se rend compte que les écosystèmes nous fournissent différents biens et services. Donc, il y en a qui sont très tangibles. Par exemple, un milieu agricole va nous fournir des biens alimentaires, une forêt, du bois, mais il y a des services qui sont moins tangibles, mais qui participent à la qualité de vie. Donc, on peut penser à la régulation de l'air, du climat, la filtration de l'eau. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est d'identifier une valeur non marchande, donc qui n'est pas véhiculée sur un marché économique, mais qui participe au bien-être des communautés, à la qualité de vie. Donc, une série de différentes méthodologies. Par exemple, si on pense à l'approvisionnement en eau. Donc, on sait que les milieux humides et les milieux forestiers, à travers leurs constituantes naturelles, vont filtrer l'eau de pluie, des eaux de ruissellement. Donc, si on dit si ces milieux disparaissaient, qu'est-ce qu'il faudrait construire, combien ça nous coûterait pour remplacer le service que nous rend la nature? Donc, si on regarde, par exemple, un milieu humide qui est capable de filtrer tant de mètres cubes d'eau par année, quel est le produit de synthèse équivalent qu'il faudrait construire? Donc, on est capable de payer certains coûts de remplacement à ça. Et en faisant tous ces calculs, vous arrivez à 4 milliards 300 millions par année, environ 64 milliards, c'est ça, sur une vingtaine d'années. Oui, si on regarde, en fait, si on s'arrime au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, donc où on regarde l'aménagement du grand territoire montréalais sur 20 ans, bien, si on fait un peu l'addition de ces services annuels qui seront actualisés, on arrive à 64 milliards. Puis ça, il faut considérer que c'est un prix plancher. Parce que nous, on a évalué 9 services écosystémiques alors qu'on aurait pu aller plus loin, mais à certains moments, il n'y avait pas les données disponibles. On n'était pas en mesure d'avoir les méthodologies pour aller vers ces autres valeurs-là. Donc, on dit vraiment la pointe de l'iceberg de ce grand territoire-là est à 64 milliards, mais il y a d'autres valeurs encore, parfois même moins tangibles. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi donner une valeur comme ça? En fait, c'est pas vraiment rendre compte. On parlait de joindre les sphères économiques et naturelles, mais c'est pour dire, en fond, qu'il ne faut pas mettre en opposition l'aménagement du territoire avec un développement économique. Donc, on peut très bien se servir des écosystèmes pour augmenter la productivité économique, le développement économique d'un territoire. Donc, c'est ça.
Donc, autrement dit, en protégeant un écosystème, c'est aussi une bonne décision économique, en quelque sorte. C'est une bonne décision économique si on prend des indicateurs purement monétaires, mais aussi au niveau des indicateurs, par exemple, de qualité de vie ou de santé, on vient aussi sauver des coûts indirects. Donc, par exemple, si à l'intérieur du centre-ville, on va planter différents arbres, des parcs, on va lutter contre les îlots de chaleur. Ouais. Si ces îlots étaient là, s'il y avait une augmentation de la pollution, il y aurait des coûts de santé indirects. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ensemble de la qualité de vie. On a vu une carte en début d'entrevue sur cette ceinture verte de Montréal. Est-ce qu'elle existe pour vrai, cette ceinture verte? Et si elle existait pour vrai, ça ressemblerait à quoi? Qui décide ça? Ce serait le gouvernement? Oui, mais je pense que la façon la plus pragmatique de se positionner pour la constitution d'une ceinture verte, ce serait à travers une loi qui reconnaîtrait cette ceinture verte-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un grand terrain de jeu en disant si on prend les frontières écologiques du Grand Montréal, si on se base sur des éléments du relief, du climat, de végétation, ce serait un peu le grand ensemble écologique du Grand Montréal. Donc, on dit à travers ce territoire-là, il y a tant d'écosystèmes forestiers, humides, ainsi de suite. Puis voici les grandes tendances. Donc, on a perdu jusqu'à 80 de milieux humides sur ce territoire-là, ainsi de suite. Mais ce qui nous reste, c'est très précieux. Il faudrait le protéger. Il faudrait le protéger. Puis ici, on vient de se donner un argument supplémentaire en disant, bien, non seulement on le protège pour les générations futures, pour la qualité de l'air, ainsi de suite, mais en plus, ça participe à notre croissance et notre développement économique. C'est intéressant. C'est une valeur intéressante que vous apportez. On a vu en bas d'écran donc l'adresse pour aller lire le rapport parce que c'est le début de la discussion, mais il faut s'arrêter. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jérôme à vous. Duport.